Madame la ministre, nous venons d'évoquer longuement avec les collègues de la Commission la reconnaissance de la place des 43 000 AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, dont on connaît le statut précaire, le caractère sous-rémunéré. J'aimerais évoquer aussi les personnels des établissements d'accueil spécialisés et médico-sociaux, ainsi que les professionnels qui interviennent à domicile et qui ont été et qui sont encore en première ligne et qui sont les premiers de tranchée dans cette crise sanitaire du Covid. Quel que soit leur statut, est-ce que vous pouvez nous assurer qu'ils auront une juste reconnaissance de la nation en matière financière et notamment l'accès à la prime exceptionnelle? Le Premier ministre, dans sa dernière allocution avec le ministre de la Santé, a réaffirmé que le professionnel du médico-social, handicap et grand âge bénéficierait de cette prime sur la même modalité que celle des soignants, 1 500 € dans les départements les plus touchés par le Covid, une quarantaine, et 1 000 € pour les autres. Et donc, l'État prend en charge les établissements financés et cofinancés par l'assurance maladie. Les autres établissements, donc concernant les services à domicile, l'ASE et les foyers d'hébergement pour adultes, dépendent en effet de la compétence de financeurs des départements qui sont en cours de travail et de concertation avec l'ensemble des 101 départements. La question de l'hôpital public, moi je veux quand même insister sur ce fait-là. Pourquoi Madame Buzyn a été attendue? C'est parce que la crise de l'hôpital public, elle n'a pas de précédent, ce qui se passe depuis un an. 1200 chefs de service, 40 sur 80 au CHU de Saint-Etienne, par exemple, qui démissionnent pour ne plus assumer leurs fonctions administratives. Ils continuent à soigner, bien évidemment, leurs patients. Mais les services d'urgence, que ce soit les urgences, que ce soit les urgences psychiatriques, les personnels aujourd'hui en difficulté, les effectifs, le manque de lits, le manque de place, parce que on voit bien que c'est sur ces 2 dernières années, finalement aujourd'hui, que la situation devient complètement ingérable. Est-ce que le plan hôpital public du gouvernement est à la hauteur? Je ne pense pas. Ni investissement suffisant, ni revalorisation aujourd'hui des salaires des personnels. Il faudrait 5 milliards d'euros en investissement, en revalorisation de salaire et en effectif aujourd'hui pour que l'on donne des conditions à peu près normales à nos personnels dans les hôpitaux publics. Nous avons proposé une solution de financement qui est de retarder de 2 ans le remboursement de la caisse d'amortissement de la dette sociale et comme ça de dégager 5 milliards d'euros. Le gouvernement ne met pas aujourd'hui le financement nécessaire en face. La proposition de résolution et pour créer la commission d'enquête évoque les conséquences psychologiques, mais aussi les effets du confinement et de la pandémie sur les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. En particulier les troubles du sommeil, la perturbation de l'alimentation, les phénomènes de dépression et d'anxiété. Je voudrais ajouter, et c'est évoqué par Marie-Georges Buffet, les effets de la sédentarité. La surexposition aux écrans pendant cette période, alors on sait que par exemple les Français ont pris en moyenne 3 kilos pour un tiers d'entre eux et pour 20% d'entre eux 5 kilos de plus pendant la période de confinement. Je voudrais aussi évoquer la question de la rupture de la continuité des cycles d'apprentissage et en profiter pour remercier l'engagement exemplaire de la communauté éducative dans nos établissements scolaires partout dans nos territoires que nous avons pu constater. Je prends un exemple à Saint-Etienne, 2 collèges qui sont en réseau d'éducation prioritaire plus. Dans un des collèges de ma circonscription, 95% des élèves ont pu être suivis avec des équipements numériques de travail, mais dans un autre, du même périmètre géographique, ce sont plus d'un tiers, 130 élèves sur 350, qui ont dû être suivis par les équipes éducatives et les enseignants de façon physique. Donc on voit bien les inégalités territoriales. Et puis je voudrais simplement terminer pour évoquer effectivement la situation de la jeunesse en général dans notre pays, puisque, on le sait, les moins de 25 ans aujourd'hui ont un taux de pauvreté qui est le double de celui de la population, un taux de précarité très important, ils renoncent souvent aussi aux soins, et donc c'est tout un problème de transition vers l'âge adulte qui est bien connu, 5 à 10 ans de galère, de petits boulots, de CDD et de stages qui se poursuivent, et donc je pense que la commission d'enquête pourra se pencher utilement sur la question de l'extension de la garantie jeune, mais aussi du RSA aux moins de 25 ans. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la crise sanitaire montre à quel point le sport est vital. C'est un atout face à la pandémie pour préserver la santé mentale et physique de nos concitoyens. L'activité physique et sportive est une bouffée d'oxygène, un antidépresseur puissant qui permet de lutter contre le stress, l'anxiété et les troubles du sommeil. L'activité physique adaptée est le meilleur médicament pour prévenir les facteurs de risque de la Covid-19, comme l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires,
mais aussi soigner les nombreux malades qui souffrent de séquelles. Et pourtant, le monde du sport se sent délaissé, voire méprisé. Le sport amateur à l'arrêt, au-delà de la santé publique, c'est une perte de vie sociale et de bien-être collectif. Le pass sport est une bonne idée que nous avions proposée en 2019 avec mon collègue sénateur Jean-Jacques Lozach. Mais le dispositif envisagé est clairement sous-dimensionné. Monsieur le ministre, pourquoi n'avez-vous pas encore lancé un grand plan pour lutter contre les effets de la sédentarité qui fait aujourd'hui des ravages chez les enfants, les adolescents et les étudiants? Et je voudrais dire aujourd'hui que nous avons annoncé la création d'un enseignement de spécialité d'EPS en lycée général et technologique. Cela signifie que la réforme du lycée permet aujourd'hui de développer l'éducation physique et sportive, comme d'autres réformes que nous menons. Je pense aussi à ce que nous faisons à l'école primaire aujourd'hui, avec les 30 minutes d'activité physique par jour dans l'Académie de Créteil, que nous avons vocation à développer partout. Monsieur le ministre, vous me parlez de l'EPS en spécialité en 2021. Les écoles étaient ouvertes lors du deuxième confinement. Pourquoi n'avez-vous pas fait un grand plan d'EPS obligatoire supplémentaire et de 30 minutes par jour d'activité physique? Comme le disait tout à l'heure fort bien Dominique Potier, il n'y a qu'une seule santé pour la Terre, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit humaine. Il y a une seule santé pour tous. Les néonicotinoïdes sont dévastateurs pour l'environnement. Ce sont des substances hautement toxiques, persistantes, qui tuent à très faible dose les abeilles, les pollinisateurs sauvages, dont dépendent notre agriculture, notre alimentation. Les néonicotinoïdes sont responsables de l'effondrement de 80% de la population d'insectes et d'un tiers des oiseaux des champs en quelques années dans notre pays. Alors, bien évidemment, en 2016, oui, nous avons voté une loi biodiversité, qui interdisait les néonicotinoïdes au 1er septembre 2018. Alors, ce que vous voulez défaire aujourd'hui, sous la pression des lobbies de l'agrochimie, c'est plus qu'un reniement, c'est un précédent. Il suffira désormais d'invoquer une difficulté économique dans un secteur pour justifier le retour des néonicotinoïdes par simple arrêté ministériel et donc ouvrir la voie à d'autres dérogations d'ici juillet 2023, notamment le maïs. Il n'est plus temps de procrastiner. La Loire, Ouais. Andrézieux-Bouthéon, Ouais. 2024, des choses un peu positives quand même, retenues pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, est-ce que vous savez, vous pouvez expliquer aux téléspectateurs, on a été retenus, mais ça ne veut pas dire que forcément les délégations des pays étrangers vont venir à Andrézieux. Alors il y a deux choses oui. par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il y a effectivement une liste de centres de préparation aux Jeux, ce qu'on appelle les bases arrières, les bases d'entraînement, qui servent pour les délégations internationales qui vont venir, olympiques ou paralympiques, qui viennent se préparer, qui viennent s'acclimater avant les Jeux Olympiques. Donc Comme on a vu pour le foot, le Portugal qui était à Andrézieux. Donc il y a eu 750 candidatures dans toute la France, et il y en a eu 620 de retenus, 620 sites retenus, donc c'est à peu près 400 collectivités. Parmi ces 620 sites, il y en a effectivement une dizaine dans la Loire, 5 collectivités, dont Andrézieux, mais pas qu'Andrézieux. Il y a aussi Saint-Chamond avec la future Halle des Sports, oui, Cordel avec la communauté de communes de la Copley aussi pour l'Aviron, Feur pour un certain nombre de disciplines, et puis Saint-Étienne Métropole pour un certain nombre de sites. Donc ça veut dire que cette liste, d'abord, elle n'est pas close, il y en aura d'autres. Ah, il y en a encore d'autres? On a la possibilité de postuler, et puis vous savez qu'il y a 4 sports additionnels en 2024. Pas la pétanque, a priori. Non, par contre, skateboard. Pour Saint-Étienne, ce qui est intéressant, escalade et le breaking, donc le hip-hop, le breaking. Donc ça, c'est une bonne discipline. Et là, on est très fort. À Saint-Étienne, on est très fort. Sur l'escalade, on a aussi des sites exceptionnels. Donc c'est vrai que sur les 10 de la Loire, peut-être qu'il y aura 1, 2, 3 délégations qui viendront se préparer. Je vais dire comme ça, je ne vais pas trop mouiller, mais le pôle France de gymnastique, bon, il est numéro 1 en France. Oui, donc il y a des chances. Il accueille déjà des délégations chinoises, etc. depuis plusieurs années. C'est un des sites, je pense, les mieux positionnés en France. Donc celui du BMX aussi. Geoffroy Guichard? Non, le Méon, c'est le site du BMX. Ah non, non, mais le circuit du BMX. Bien sûr, et Geoffroy Guichard, forcément. Voilà. 3. Donc voilà. Compliqué. Voilà. Par contre, le label Terre de Jeux, ça, pareil 2024, ça par contre, c'est autre chose. Là aussi, vous avez des communes qui sont labellisées. Et là, on a des communes comme Saint-Jean-Bonnefond dans ma circonscription, des communes de 6 000 habitants,
qui ont fait un cahier des charges, qui ont été labellisés parce qu'ils font des événements spéciaux qui font qu'on développe la pratique sportive. Donc on va faire la récompense des bénévoles sportifs, on fait un challenge de corde à sauter dans les écoles publiques et privées de la commune, ça c'est génial, hein, on lutte contre la sédentarité, c'est ludique, c'est compétitif. Ils font la formation des agents municipaux, ils font du sport sur ordonnance avec les médecins et ils font des manifestations éco-citoyennes. De venir nous voir aujourd'hui. Alors quand on suit sur les réseaux, on voit que vous faites régulièrement le point sur l'évolution du Covid dans le département. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la crise que traverse la France, le département, alors crise sanitaire, mais socio-économique aussi? Oui, très tôt, j'ai lancé l'alerte mi-octobre pour dire qu'on avait un tsunami sanitaire qui s'annonçait, puisque vous savez que notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, mais plus particulièrement la Loire, mais aussi l'agglomération de Saint-Étienne, certaines communes aussi sont l'épicentre aujourd'hui de la pandémie, de la deuxième vague de la pandémie. Et donc il était important que les responsables politiques, avec la préfète de la Loire qui fait un point chaque semaine aussi avec les principaux élus du département, les maires en particulier, et aussi le président du conseil départemental et les parlementaires, on puisse être des relais pour porter la parole de responsabilité auprès de nos concitoyens, parce qu'on le sait, il y a pu avoir cet été et après l'été, on va dire aussi des comportements qui se sont un peu relâchés sur les gestes barrières. Quel est le job de l'élu que vous êtes, du député que vous êtes, dans une crise comme celle-ci, alors qui touche l'ensemble des pans de la société, hein, les entreprises, les associations, vous êtes très investi dans le milieu du sport et de l'associatif. Ouais. Quel est votre job? Comment vous pourriez définir votre mission et comment vous considérez votre mission aujourd'hui? D'abord, on continue à légiférer, hein, c'est nécessaire, on continue à avoir une vie démocratique et une vie parlementaire, à voter des textes, hein, tout simplement, des correctifs budgétaires par exemple, pour venir en aide aux entreprises ou sur les questions d'urgence sanitaire, bien évidemment. Et puis on a un rôle de contrôle en ce moment, beaucoup par visioconférence, effectivement. Et on s'est beaucoup investi depuis 6 mois, alors notamment avec Marie-Georges Buffet, l'ancienne ministre des Sports, sur les effets de la Covid-19 sur les jeunes, sur les enfants. Et moi, je me suis un petit peu plus penché sur la question de l'impact de la crise sanitaire sur la vie associative, d'une part, qui connaît une coupure sans précédent, plus de 8 mois, et sur le monde sportif amateur, où là, je demande effectivement au gouvernement des mesures supplémentaires, parce qu'on n'a pas pris la mesure aujourd'hui des conséquences de cette crise sanitaire sur le milieu associatif et sportif. Madame la ministre, je souhaite vous interroger sur la question de la demi-part fiscale supplémentaire dont peuvent bénéficier les veuves d'anciens combattants. Il y a 1 an, dans cet hémicycle, avait lieu sur ce sujet un vote historique. L'amendement de la commission des finances de notre collègue Jean-Paul Dufrègne et celui identique déposé par le groupe socialiste et apparenté, dont j'étais le premier signataire, étaient adoptés à la quasi-unanimité par 105 voix pour, 1 voix contre. Mais il demeure une autre injustice entre veuves d'anciens combattants, pour celles dont le conjoint titulaire de la carte du combattant est décédé avant 65 ans. Je demande donc au gouvernement s'il envisage désormais de compléter la mesure adoptée l'an dernier en permettant à toutes ces veuves de bénéficier de cette demi-part fiscale, quel que soit l'âge de décès de leur conjoint. Ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est que tous les conjoints survivants d'anciens combattants bénéficient de cette mesure, quel que soit l'âge du décès de l'ancien combattant. Alors, monsieur le député, je n'y suis pas favorable. Simplement, je veux simplement prendre acte et regretter que la ministre ne soit pas favorable à cette mesure de justice pour ces 8000 veuves. C'est une revendication majeure de la FNACA, la première organisation du monde combattant, et nous ne sommes pas dans le cadre d'une niche fiscale ou d'un avantage exceptionnel, mais bien dans le droit à la réparation.